Mesdames, Messieurs, bonsoir. Face aux électeurs ce soir, le Benjamin des candidats à la présidentielle au Burkina Faso. Adama Kanazoué est investi par son parti, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Adama Kanazoué se présente pour la première fois à la magistrature suprême. Ce soir, il se fera le devoir de convaincre les sceptiques de sa capacité à présider aux destinées du Burkina Faso et de persuader également les indécis sur la pertinence de son projet de société à sortir le Burkina Faso de sa situation actuelle. Pour conduire cette émission, je suis avec Soumaïla Rabo, rédacteur en chef de la radio Savane FM. Soumaïla, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Qui est notre candidat de ce soir? Adama Kanazoué, vous êtes le plus jeune des candidats à la présidentielle du 29 novembre 2015. Vous avez 36 ans, Fousseni l'a dit. Vous êtes communicateur de formation, vous avez été formé à l'université de Ouagadougou. Vous avez travaillé successivement à Télécel Faso, à Move Togo, dans des sociétés de téléphonie mobile, avant de diriger en tant que manager la société Betty Mobile. Vous avez créé avec des amis votre parti l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Et à ce titre, vous avez rejoint le chef de file de l'opposition en 2014. On vous a vu avec les insurgés. Et depuis, vous êtes présenté comme un opposant, le président des jeunes par certains, et vous êtes candidat à l'élection présidentielle cette année. Et c'est à ce titre que nous vous recevons ce soir, Fousseni. Merci, Soumaïla. Et donc, une fois de plus, bonsoir, M. Kanazoué. Bonsoir. Bien, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le sport. Ce soir, les étalons du Burkina étaient face aux écureuils du Bénin. Et le sport en tant que facteur de solidarité et de réconciliation, quand les étalons jouent, les Burkinabés sont unis autour de leur équipe. Comment profiter de cette cohésion pour la réconciliation nationale? Vous l'avez bien dit, hein, le sport c'est un véritable facteur de cohésion sociale. Nous avons pu le constater, nous étions nous-mêmes au stade ce soir, nous avons pu constater que les Burkinabés étaient tous à l'unisson, il n'y avait pas de partis politiques, il n'y avait aucune coloration politique, ni d'appartenance ethnique, religieuse ou autre. C'était un Burkina Faso uni, je pense que c'est un bon socle et il faudrait que nous puissions justement le mettre à profit pour toujours garder cette unité-là, qui va être finalement l'élément fondamental pour relancer le Burkina Faso post-insurrection et post-push, bien entendu. Et ça veut dire que pour vous, la réconciliation nationale a lieu d'être, elle a sa place dans la politique aujourd'hui? Non, même pas le choix. Qui peut penser une seule seconde que nous puissions construire ce pays-là sans que les fils et les filles de ce pays-là regardent à nouveau dans la même direction? Cela n'est pas envisageable une seconde. C'est pour cela que dans notre programme, le vivre ensemble constitue le socle. Vivre ensemble, c'est important. Vivre ensemble, ça nécessite que nous prenions un ensemble de mesures. Et ces mesures-là, ce sont entre autres le renforcement de la démocratie. C'est écrit noir sur blanc là-dedans. Nous avons clairement dit là-dedans que nous sommes pour une nouvelle constitution parce que le peuple burkinabé a besoin aujourd'hui d'une constitution qui sera moins taillée sur mesure pour un individu ou pour un groupe, mais qui est une œuvre consensuelle. Nous avons également parlé dans ce vivre ensemble de la question de la réconciliation. Mais la réconciliation, nous l'abordons, nous, selon un triptyque, c'est-à-dire faire la vérité, donc faire la lumière sur tous les dossiers chauds de ce pays-là. Ensuite, aller à une justice, c'est-à-dire une indemnisation, à une réhabilitation des victimes, des parents des victimes. Et enfin, aller au pardon. Un cœur qui sait la vérité, un cœur qui sent la justice lui être rendue, ce cœur-là, il est plus perméable au pardon. C'est ainsi que nous allons pouvoir réconcilier le Burkina Faso. Oui, vous avez raison, c'est une nécessité absolue pour le peuple burkinabé de s'unir pour enfin emprunter ensemble le chemin de développement. Oui, vous évoquez un certain nombre de dossiers de crimes de sang économiques pour les évacuer avant d'aller vers cette réconciliation sincère et véritablement prônée par les Burkinabés. Mais on se rend compte que vous mettez sur le même pied d'égalité, par exemple, des crimes de sang comme l'assassinat de Thomas Sankara, Norbert Zongo, des crimes comme celui de Ousmane Guiro, qui est, à mon avis, aujourd'hui évacué. Je ne sais pas sur quelle base vous estimez que nous mettons sur le même pied d'égalité. Nous n'avons pas établi... Dans le programme, vous les citez en même temps. Oui, nous n'avons pas établi d'ordre hiérarchique non plus entre ces différents crimes-là. Non, je pense qu'il y a un ensemble de dossiers qui sont des dossiers pendants dans ce pays-là. Et nous savons tous les dossiers qui
très souvent ont créé beaucoup de difficultés au Burkina Faso. Tous ces dossiers-là méritent d'être élucidés. Que vous parliez du cas du président Thomas Sankara, même d'autres qui ne sont pas cités là. Nous avons été précis également dans le document que ces différents dossiers écrits n'étaient pas exhaustifs. Donc, ils sont nombreux. Les cas du jeune étudiant Dabo Boukari aussi nécessitent qu'ils soient élucidés. C'est tous les dossiers de crime, tous les dossiers qui aujourd'hui pourrissent notre vivre ensemble doivent être élucidés absolument. Voilà, c'est que Fousseni, il y a un pan de votre question qui est lié au fait que l'affaire Ousmane Guiro a été jugée et vous continuez à en parler comme si vous n'étiez pas d'accord avec le verdict. Non, nous pensons que le verdict, il a montré ses insuffisances, même si, il faut le reconnaître, et vous allez le voir dans le document, nous avons précisé que nos instruments au niveau juridique même doivent gagner à être relus. Parce qu'en réalité, le verdict qui a été livré est un verdict qui a laissé sceptique beaucoup de Burkinabés. Mais le juge n'avait pas d'autre choix. C'est ce que le code pénal a prévu, les peines maximales d'ailleurs, qu'il a appliquées. Ça veut dire que nous avons besoin nous-mêmes de relire nos instruments juridiques, c'est fondamental. Mais non, je pense que le dossier Guiro, il a été jugé, l'homme a été condamné, c'est un dossier qui est passé. Il est clair qu'au moment où nous travaillons sur ce projet de société-là, c'était un sujet pendant, tout simplement. Oui. Pour revenir au sport, on l'a dit, tous les Burkinabés étaient réunis ce soir derrière les étalons pour leur match contre les écuries. Mais dans votre projet de société que vous avez à proposer, votre offre politique, vous prenez la pratique du sport de masse, mais rien sur la politique nationale du sport au Burkina, notamment le sport de compétition. Pourquoi ce silence? Vous avez raison, peut-être un silence qui devrait tout de suite être rectifié, parce qu'en réalité, nous avons effectivement pensé que le sport de masse était important dans le cadre de notre politique de prévention en termes donc, de santé publique de façon générale. Mais oui, nous sommes partisans. Aujourd'hui, nous l'avons dit plusieurs fois, il faudrait qu'au niveau du sport, nous fassions en sorte que l'ensemble des disciplines, parce qu'il y a aujourd'hui une espèce de focalisation sur le football, qui est certes le sport roi, mais qui n'est pas le seul sport au Burkina Faso. Dans notre vision à nous, toutes les disciplines au Burkina Faso devraient bénéficier d'un regard plus important de la part de l'État. C'est ainsi que nous avons proposé que dans chacune des disciplines, nous puissions aider de façon substantielle les fédérations, parce que le Burkina Faso gagne en cyclisme, le Burkina Faso gagne dans bien d'autres domaines qui sont malheureusement ignorés et cela, il faut le rectifier. Et nous avons également au niveau du sport et également de la culture pensé à une chose qui est importante. Vous savez, au Burkina Faso, nous avons des anciennes gloires qui sont des espèces de vitrines. Vitrines de notre sport, vitrines de notre culture, de notre musique. Ces personnes-là vivent par moments dans une situation de précarité absolue et c'est assez dramatique. Nous avons décidé dans notre projet, par exemple, d'accorder 150 000 francs de pension mensuelle à toutes les anciennes gloires qui sont dans des situations... Ça ressemble à ce que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara fait des choses qui sont bien, on le fait également. S'il fait des choses qui ne sont pas bien, on ne le fera pas. Donc oui, s'il y a des choses qui sont bien ailleurs, c'est ce qu'on a toujours dit. Hein. Il y a des benchmarks qu'il faut faire, il y a des best practices, il y a des pratiques qui marchent ailleurs, il y a des pratiques qui ne marchent pas. Il ne faut pas prendre ce qui ne marche pas, il faut prendre ce qui marche. Mais est-ce que dans le contexte burkinabé, vous êtes d'accord avec moi que nous avons malheureusement des anciennes gloires qui souffrent le martyre? Nous souhaitons envoyer un geste fort, un signal fort, parce que finalement, quand ces gens-là sont dans des situations aussi difficiles, comment voulez-vous qu'un jeune puisse se reconnaître en ces personnes-là et pratiquer un certain nombre d'activités, comme le sport, comme la culture, etc. Donc ça, ce sont les mesures également que nous avons décidé de prendre pour accompagner donc, ces différentes disciplines-là. Vous avez pointé du doigt l'injustice qui est faite quelque part à certaines disciplines sportives. Je pense à la boxe, au cyclisme, au basketball. C'est vraiment le sport roi, le football qui domine partout. Et en termes de ressources, c'est la même chose. Comment vous comptez faire l'arbitrage? Non, nous pensons qu'il est, dans un premier temps, il est important, et ça c'est de façon globale. Le budget de l'État burkinabé devrait voir sa part consacrée à l'investissement monter un peu plus. Nous avons un budget national qui est essentiellement de consommation. Et un pays qui ne crée pas de richesse ne fait pas de croissance. C'est pour ça que nous disons dans le domaine du sport, aussi bien que de la culture ou dans d'autres domaines, il faut que la proportion qui est réservée à l'investissement soit boostée. Et nous allons faire en sorte que le ministère du budget, du sport puisse augmenter la proportion consacrée à l'investissement et tout ça sera reversé sous forme de subventions aux différentes disciplines pour que chaque discipline puisse mettre en œuvre ses politiques de développement donc, de sa matière. C'est ce que nous allons proposer au peuple burkinabé. Et on a vu également lors du dernier tour du Faso, les étalons cyclistes n'ont pas pu faire le poids. Qu'est-ce que vous proposez certainement pour que ces étalons
qui gagnent en football, en boxe ou en cyclisme ou en basket, tout simplement. Oui, vous me confortez dans ma position. Les étalons cyclistes, le Burkina Faso est un pays de cyclisme. Les étalons cyclistes ne font pas de performances parce que ces jeunes gens n'ont pas de compétition. Ces jeunes gens, cette fédération n'a pas le financement qu'il faut, n'a pas l'accompagnement qu'il faut. C'est pour ça que je dis on ne peut pas avoir un ministère du sport qui est un ministère qui consomme le budget du sport. Le ministère du sport, à l'instar du ministère de la Culture, doit œuvrer à ce que ceux qui sont les créateurs puissent bénéficier du soutien. Oui, il faut soutenir cette discipline-là qui est le cyclisme, qui, au-delà du sport, constitue une espèce d'emblème national finalement. Le Burkina Faso est reconnu de par le monde par son cyclisme. C'est quand même le pays, comme on dit, de deux roues. D'accord? Donc je pense que à l'instar des autres disciplines, le cyclisme méritait de gagner donc une meilleure attention de notre part. Et nous, dans notre politique, nous avons prévu de faire en sorte que chaque sport, chaque discipline, pour atteindre donc de son niveau d'existence au Burkina Faso, soit accompagné. Monsieur le candidat Adama Kanazoe, vous avez évoqué la culture et vous avez dit que la culture est comme le sport, le parent pauvre de l'organisation gouvernementale. Quand on regarde, c'est 0,9% du budget de l'État qui est consacré à la culture aujourd'hui. Vous pouvez porter ce budget cette part de budget à combien? Le budget sera porté à 1,5%. Mais au-delà de ces 1,5%, je le répète encore une fois, c'est la part consacrée à l'investissement qui va passer à près de 35%. Oui, on ne peut pas prendre le budget du ministère pour faire que des séminaires. Non, il y a des artistes qui sont des créateurs d'œuvres. Ce sont ces créateurs qu'il faut absolument accompagner. Nous allons être un pays d'investissement. Je vous l'ai dit, hein, je le cite. Et dans la culture, vous investissez dans quoi exactement? Mais vous dans construisez quoi? Non, il n'y a pas que des infrastructures. Même dans la créativité, l'accompagnement dont on a besoin, justement, tous ces créateurs, c'est important. Vous évoquez la valorisation des industries des loisirs. Or, aujourd'hui, l'UNESCO parle des industries culturelles et créatives. Est-ce que c'est la même chose? C'est seulement un jeu de mots. Je pense qu'au final... C'est des concepts, ce n'est pas des jeux de mots, c'est des concepts. Oui, certainement. Mais je veux dire, dans le fond, c'est la même chose. Dans le fond, c'est la même chose. Ce que nous proposons, quand on parle d'une industrie culturelle, c'est que nous sommes convaincus d'une chose. La part que peut jouer cette industrie culturelle-là dans le développement de notre pays est une part assez importante. Pour peu que nous fassions les bons investissements, je le répète encore une fois, tout est question d'investissement. Vous savez, je pense souvent, par exemple, hein, de façon banale, je dis, vous avez deux familles, une famille qui consomme tout son budget, une famille qui économise, crée des richesses en investissant dans des domaines précis. Donc nous disons que cette situation-là que vivent nos acteurs culturels, cette situation que vivent les sportifs, est une situation qu'il faut résorber avec une meilleure attention, et ça passe déjà depuis l'élaboration des lignes budgétaires de notre budget national. Oui, par exemple, pour la culture, on prend un certain nombre de secteurs, le cinéma, la littérature ou encore les arts du spectacle. Quelles sont les parts du budget, certainement, que vous allez accorder à ces secteurs? Parce que quand on parle de la culture de façon globale, mais de façon spécifique, souvent, on se rend compte qu'il y a des disparités. Les disparités existent. Je pense que ça aussi, c'est un rôle qui sera dévolu au ministère qui sera en charge de la culture dans notre gouvernement, parce que nous allons faire en sorte qu'il monte à 1,5% dans le budget global. Nous allons faire en sorte que de ces 1,5%, jusqu'à 35% soit accordé à l'investissement, après la répartition entre les disciplines, entre les différents domaines, et vraiment du domaine de l'opérationnel. Donc, je ne pourrais pas vous le donner de façon exhaustive ici, mais c'est des choses qui vont se faire de façon empirique, tout simplement. Oui, à côté de la culture, il y a le tourisme, et vous dites qu'une fois au pouvoir, vous allez procéder à un recensement exhaustif des sites touristiques. Je crois savoir que ce travail est déjà fait. Nous allons le refaire alors. Non, c'est clair que nous allons regarder ce qui existe déjà. Nous allons regarder également ce qui n'a pas encore été mis en valeur, parce qu'il faut mettre tout ça en valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons pour ambition de faire en sorte que le tourisme puisse enfin connaître un vrai décollage. Et ce décollage, ce ne sont pas les expatriés qui vont l'apporter. C'est d'abord à nous, Burkinabés, de consommer notre tourisme. C'est pour cela que nous avons une solution originale dans ce document, qui est une solution qui va se faire en partenariat avec les entreprises qui existent au Burkina Faso, que ce soit des entreprises du privé ou du public. L'idée étant que chaque entreprise puisse avoir au moins une fois dans l'année ce qu'on appelle un team building, c'est-à-dire un moment que l'entreprise passe ensemble pour renforcer l'esprit d'équipe. Ce team building-là pourra être déporté dans un endroit, dans un site touristique du Burkina Faso. La découverte d'un tel endroit
non seulement va générer en termes de revenus pour immédiats, revenus immédiats pour le promoteur, mais je pense que les familles, les personnes qui vont découvrir pourront se rendre compte des potentialités de notre pays et sont éventuellement des prescripteurs et mieux encore, des personnes qui vont revenir consommer notre tourisme. Donc oui, le tourisme burkinabé va être boosté, et surtout par une consommation intérieure. Après, la manne internationale, elle viendra comme un bonus tout simplement. Vous allez créer un ministère de la culture et du tourisme ou un ministère des transports et du tourisme, je ne sais pas. Non, non, il y aura un ministère de la culture et du tourisme, c'est clair. Monsieur Kanazoué, si vous le permettez, nous allons évoluer. À présent, nous abordons, Soumaïla Rabo, la politique nationale et la gouvernance. La politique nationale et la gouvernance, quand on lit votre programme, monsieur le candidat Adama Kanazoué, vous proposez en matière de politique et de gouvernance des réformes que la transition a déjà faites. Et manifestement, on se rend compte que vous êtes un insurgé. C'est ce qui est prévu dans votre programme qui est déjà fait. Donc, si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous faites en plus, puisque tout le travail a déjà été fait par la transition? Attention, je pense qu'il faut féliciter tout ce que la transition a pu faire déjà. Mais en même temps, je ne pense pas que le Burkina Faso, en tout cas le prochain président du Burkina Faso, a déjà son programme qui a été conçu par la transition. Sinon, auquel cas, cette élection n'aurait pas de sens. Non, il y a beaucoup de choses à faire. La transition a fait une partie, elle a dit depuis le départ, elle va tracer les sillons, mais après, il y a la mise en œuvre. Il y a beaucoup de choses qui ont été adoptées par la transition. Vous imaginez bien que si vous n'avez pas le bon chef d'État, la bonne personne à la place où il faut, ce sont des choses qui peuvent être mises en cause à tout moment. Donc, c'est important de continuer cette œuvre-là. Nous avons dit dans notre document que le vivre ensemble, c'est la base de tout. C'est là-bas aussi cette question donc de la politique nationale et de la démocratie. Nous avons dit là-dedans, par exemple, qu'il y a une chose fondamentale qui a été faite pour le cas de la justice. C'est la question de son indépendance. C'était le meilleur cadeau à offrir à notre justice, lui donner son indépendance. La tradition l'a fait, je suis d'accord avec vous, mais il reste maintenant deux choses à faire, par exemple. Ça va être un cas de figure, je vais vous montrer que la transition n'a pas tout fait. Allez-y. N'a pas tout fait. Donc, la transition a donné à la justice son indépendance en faisant en sorte que, désormais, le chef d'État ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Très bonne chose, que j'applaudis. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est rendre la justice accessible d'une part et rendre la justice efficace. Dans notre document, vous trouvez ces éléments-là. L'accessibilité de la justice va passer par la construction d'infrastructures. Nous avons prévu là-dedans notamment que chaque chef-lieu de province puisse désormais bénéficier d'un TGI et que chaque chef-lieu de région puisse abriter désormais un palais de justice. Nous avons également parlé de la question de l'efficacité de la justice. Les instruments, je vous l'ai dit tantôt, de la justice même doivent être améliorés parce qu'aujourd'hui, vous avez des nouveaux fléaux comme le terrorisme, nouveau en griffe, mais qui s'abattent de façon assez récente sur nos pays. Le terrorisme, il faut pas s'adapter à ces choses-là. La cybercriminalité, il faut que notre code pénal puisse s'y adapter également. Donc, les instruments juridiques doivent être améliorés. Mais également, nous avons pensé à l'informatisation intégrale de notre appareil judiciaire. Vous figurez-vous que nous avons eu des informations de greffiers qui nous disent qu'il leur arrive de saisir des décisions auprès comment on appelle, des cybercafés notamment. C'est pas acceptable. Je pense qu'on a besoin de protéger l'information judiciaire, on a besoin de mettre le personnel judiciaire dans les bonnes conditions. Donc on va renforcer cette efficacité, notamment à travers cette informatisation intégrale de la justice. Donc ce sont des choses comme ça aussi. On a vu les états généraux de la justice qui ont diagnostiqué les problèmes. Apparemment, vous vous rejoignez. Peut-être il restera la mise en œuvre. Mais quand je dis de façon globale les réformes, il y a aussi la Constitution. Il y a la séparation des pouvoirs, il y a l'unicité du commandement militaire, il y a la liberté de la presse. Et ce que vous proposez, c'est déjà en voie d'être fait. Figurez-vous par exemple que nous, quand on faisait notre projet de société, on n'a pas attendu que la tradition fasse les choses. D'accord? On ne monte pas un projet en 2-3 jours. C'est un projet, on a travaillé pendant longtemps, on a mis en place ce projet, mais c'est tant mieux si ce que nous avons prévu a été déjà réalisé. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Je vais finir pour pas préciser une chose qui est importante. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, effectivement. Vous avez parlé notamment tantôt de la question de la liberté de la presse. La liberté de la presse, par exemple. Là-dessus, il y a un nouveau code de l'information qui dépénalise les délits de presse et vous proposez la dépénalisation. Il y a une différence. Qu'est-ce que vous ajoutez? Voilà. Ce que nous ajoutons là-dedans, c'est que nous disons une chose. Il n'est pas acceptable qu'un organe de presse, pour une faute professionnelle, soit sanctionné au point de devoir mettre la clé sur l'opération. Parce que quand vous regardez la sanction pécuniaire telle qu'elle est préconisée aujourd'hui, on a finalement le sentiment, je vais finir, on a finalement le sentiment que c'est ça qui va prédominer. Alors que la loi dispose d'un certain nombre de principes. On ne fait pas la loi pour forcément dire qu'on va sanctionner, mais la peur du gendarme va amener
les citoyens à s'abstenir de commettre l'infraction. On est d'accord avec la loi. Donc, vous ne pouvez pas dire que en mettant des... Je n'ai pas encore dit. En réalité, je n'ai pas encore dit en fait. Oui, vous l'avez dit dans votre... C'est dans le programme. Vous dites que vous allez plafonner les amendes en cas de délit de presse. Tout à fait. Ce que je dis, c'est que généralement, quand il y a préjudice... Aujourd'hui, nous sommes à 5 millions. C'est ce que je vous explique. Quand il y a préjudice, le préjudice, généralement, il est moral pour l'individu, la victime. Alors, quand on dit de payer jusqu'à 5 millions de francs CFA, par exemple, on est en train de condamner l'organe de presse à fermer quasiment boutique. Parce qu'on sait le revenu d'un organe de presse. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais c'est pour ça. Est-ce qu'on voudrait que le journaliste commette la faute ou pas? C'est du chiasme. C'est comme si vous encouragez les journalistes à faire les délits de presse. Non, je ne pense pas que les journalistes... Ce n'est pas parce qu'il y a 5 millions qu'on évite de faire un délit ou qu'il y a 500 000 francs. Ce n'est pas là-bas la différence. Le journaliste est censé faire son travail de façon professionnelle. Il peut faire des erreurs, c'est comme un médecin qui pose un diagnostic qui n'est pas forcément bon, il peut faire des erreurs. Le journaliste a demandé qu'on ne le mette pas en prison parce qu'il a fait une erreur professionnelle. Ça a été acté. Ensuite, on lui dit, mais si tu fais une erreur, tu payeras jusqu'à 5 millions. Je dis non. Là, on ne condamne pas que le journaliste, on condamne l'organe de presse à fermer boutique. En plafonnant à 500 000 francs CFA, ce que nous voulons dire simplement, c'est que ce n'est pas le préjudice pécuniaire qu'il faut réparer. Il faut réparer le préjudice moral. Et nous disons à ce moment-là aux journalistes, alors il faudra que vous soyez solidaires, parce que le préjudice, jusqu'à présent, la loi stipule que quand il y a un préjudice, l'organe qui a commis donc l'acte est celui qui répare. Nous demandons désormais à l'ensemble des médias de relayer la réparation pour faire en sorte que l'écho soit plus grand et que la personne soit amplement plus lavée de la situation. Voilà l'effort que nous demandons plutôt aux médias et non pas un effort financier qui n'a pas de sens. Vous me causez un tort, vous me payez 5 millions ou 500 000 francs, ça ne change rien à la situation. C'est ce que nous expliquons simplement. Vous avez vu que quand j'arrive au bout, on s'entend. En matière de justice, on va évoluer. Vous promettez également de rendre justice aux victimes de l'insurrection populaire du putsch et du putsch avorté. Comment cela va se faire? C'est en cours, hein. Je pense que ce n'est pas sorcier, c'est des dossiers qu'il faut instruire simplement. Il faut mettre là-dessus, il y a la commission, notamment pour l'insurrection, pardon, pour le push récent. Dieu merci, on a une commission qui a été mise en place, qui semble-t-il a livré déjà ses résultats, même si ce n'est pas encore de notoriété publique. Mais nous pensons qu'il faut faire la même chose. Lors du premier anniversaire de l'insurrection, le représentant des familles des victimes a clairement dit qu'ils attendent plus les questions de justice plutôt que souvent des réparations pécuniaires. Et lorsque vous dites que c'est en cours, c'est quel aspect qui est en cours? Ce que j'expliquais, c'est que pour le push, il y a eu une commission d'enquête qui a donné des résultats. On attend que le dossier soit instruit par un juge d'instruction et qu'on ait finalement les différentes sanctions. Effectivement, le représentant des victimes avait raison parce que pour les 30 et 31 octobre, à ce jour, on n'a toujours pas un seul dossier qui a été instruit. C'est assez surprenant. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il 2 poids 2 mesures? Les victimes des 30 et 31 sont-elles moins burkinabées que celles du push? On veut bien comprendre. Donc, Qui vous accusez? C'est la justice? C'est le gouvernement de la transition? Je n'accuse pas particulièrement quelqu'un. Ce que je dis simplement, c'est que je fais un constat. Le dossier n'avance pas. Les parents des victimes l'ont traduit devant les plus hautes autorités de ce pays-là. Il faut faire justice. Tous les mécanismes qui doivent être mis en place pour qu'on sache la vérité doivent être mis en place. Si vous étiez patron de l'exécutif, est-ce que vous auriez pu faire autrement, étant donné que les pouvoirs sont séparés? Non, mais il faut mettre une commission en place. C'est bien l'exécutif qui a instruit la commission. Il faut mettre une commission pour ce dossier-là aussi, c'est tout. Après, les résultats sont reversés donc, à la justice qui s'est instruit derrière. Donc, je ne pense pas que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une réalité et les victimes ont raison. Il y a 2 poids, 2 mesures et ça, il faut le résoudre immédiatement. Bien. Bravo. Nous allons parler d'économie et de relance de la croissance. Vous avez commencé à aborder le sujet. Commençons même avec les questions d'énergie. Et dans la partie de votre programme où vous abordez la relance de l'économie, vous soulignez que nos capacités énergétiques sont dérisoires et obsolètes. Et vous proposez d'assainir la Société nationale d'électricité, la Sonabel. Comment cela va se faire quand on sait qu'en 2014 déjà, la Sonabel avait besoin de 117 milliards de francs CFA pour éviter les délestages en 2015. L'investissement n'a pas été fait. Est-ce que vous pouvez faire plus en apportant plus de 117 milliards? Alors, écoutez, aujourd'hui, l'offre énergétique, vous savez, hein, il y a une couverture d'à peu près 26%. C'est une situation qui est assez difficile qu'on vit tous ensemble ici. Ce que nous disons, c'est qu'il va falloir des solutions structurelles, des solutions à plus ou moins court ou long terme. Mais il faut des solutions d'urgence aussi, parce qu'en avril, là, bientôt, il va y avoir les mêmes situations. C'est ça la crainte. Donc il faut pouvoir résoudre ça. Et nous avons une solution pour ça tout de suite. Ce que nous avons dit, c'est que pour résoudre les problèmes tout de suite et maintenant,
nous allons dès à présent, dès notre arrivée donc à COSIAM, détaxer, mais de façon totale, parce qu'aujourd'hui on parle d'exonération de taxes sur les produits, sur les équipements solaires, mais ce n'est pas vrai. Il y a encore 4% de la valeur CAF du produit qui est appliquée. Nous allons détaxer à 100% aujourd'hui les équipements solaires et faire en sorte que ces équipements-là soient à la disposition de la plupart des familles. Peut-être que nous n'irons pas, comme certains candidats, jusqu'à offrir, parce que c'est quand même assez onéreux, mais nous allons participer en détaxant pour que les familles puissent produire de l'énergie. On va donc encourager l'énergie domestique tout de suite et maintenant. Et mieux, ce que nous allons faire, c'est que cette énergie domestique-là, qui est produite par ces familles et par moment qui est utilisée de façon non rationnelle, va être optimisée de sorte qu'on aura le phénomène de l'inversion de la facture énergétique. Ça veut dire que le trop-plein d'énergie qui sera généré par ces familles-là va être reversé à la Sonabel pour lui permettre de revenir dans les circuits. C'est ça l'urgence. Ensuite, nous avons prévu Ça veut dire que les familles peuvent produire de l'électricité que la Sonabel va réutiliser. Ça se fait au Nigeria. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la facture énergétique. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas de risque qu'il y ait des problèmes, ça mette en insécurité des quartiers entiers. Pourquoi vous pensez à ce type de risque-là? Mais pourquoi pas? Si tout le monde peut c'est juste un compteur. Non, la production d'énergie, c'est ce qu'on fait, c'est le photovoltaïque. Vous savez, nous, au Burkina Faso, on a la chance d'être dans la ceinture d'ensoleillement maximal. On a plus de 3000 heures, comme on le dit, d'énergie. Logiquement, tous les types d'équipements d'énergie solaire marchent au Burkina Faso, mais celle qui est optimale, c'est bien celle de la photovoltaïque. Les populations vont utiliser simplement ce type de plaque-là pour produire de l'énergie. C'est juste que le trop plein d'énergie qui ne sert pas à la population va être inversé et retourné dans le circuit de la Sonabel pour servir encore les autres parties de la population. C'est tout, ça n'a rien de dangereux, c'est juste de la technologie, c'est juste de la technique. Et finalement, vous ne mettez pas un rond dans la Sonabel? Non, j'arrive. Je disais qu'il y a des solutions d'urgence parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, on va commander des groupes. Vous savez, ça prend combien de temps de faire venir un groupe ici? On a dû renforcer des ponts ici pour faire passer les groupes, vous vous souvenez? Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux populations. Nous ne sommes pas dans ce type de politique-là. Il y a des urgences. On dit dans quelques mois, dans 3-4 mois, il y aura probablement délestage. On fait quoi? C'est ça qu'on propose comme solution. Ensuite, on dit que pour la suite, nous avons dit clairement, nous allons construire 30 centrales solaires. Ces 30 centrales solaires sont prévues pour être construites au Burkina Faso pour aller résorber jusqu'à jusqu'à 900, plus de 900 mégawattheures. Parce que le besoin énergétique pour les 2,5 millions de foyers au Burkina Faso et les 500 000 entreprises est estimé aujourd'hui le déficit à près de 1000 mégas. Donc nous avons trouvé les ressources pour... Parce que vous estimez à autour de 1380 milliards. Ce qu'il faut mettre dans les centrales solaires. Non, demandez-moi au gouvernement comment je trouve les ressources pour financer mon projet. Oui, je pense que c'est encore mieux comme ça. On est sur un point, je pense que... Non, parce que je pense que... Non, ce point précis-là n'a pas un financement qui soit à part entière, séparé des autres. Non, parce que la question globale... J'en arrive. Oui, allez-y. La question de l'énergie, les experts l'ont démontré, pris individuellement, aucun pays en Afrique, dans la sous-région, ne peut vouloir faire face à cela. Et donc, les gens vont dans des solutions communautaires, les gens vont dans la mutualisation des moyens. Le Burkina Faso prend du courant électrique avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, et certains même ont voulu prospecter vers le Nigeria. Et donc, c'est pour vous dire que lorsque vous dites nous allons le financer, il faut nous dire où vous allez trouver les ressources pour le faire. Moi, je ne suis pas inquiet pour vous dire. Moi, ce que je vous dis, c'est que je suis capable de vous dire où je trouve les 11 000 milliards pour financer tous mes projets. Maintenant, pour la question de l'énergie particulièrement, je suis désolé, je ne partage pas le même point de vue que vous. Aujourd'hui, nous, au Burkina Faso, nous sommes dépendants, effectivement, énergétiquement parlant, de certains pays. Vous pensez que le Burkina Faso a envie de rester dans cette dépendance-là? Non. Dans l'espace UEMOA, par exemple, est-ce que vous avez un exemple de pays qui s'autosuffit en matière énergétique? Non, on ne peut pas s'autosuffire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les interconnexions qui existent là ne vont pas être supprimées. Ça existe toujours. Mais on ne peut pas dépendre que de l'énergie d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on développe, nous aussi, de façon endogène de l'énergie. Sinon, on ne va pas sortir des interconnexions. Je n'ai jamais dit qu'on allait arrêter de travailler avec les autres. En tout cas, mon programme ne l'a jamais écrit. Maintenant, vous voulez savoir comment je finance mon projet? C'est d'accord. Globalement, ce que nous avons prévu pour le financement du projet donc, de notre parti, c'est d'abord l'élargissement de l'assiette fiscale. À ce niveau-là, nous avons, aujourd'hui, vous savez, 80% de notre économie est dans le secteur informel. Et ce secteur informel-là échappe à quasiment 100% à notre fiscalité intérieure. Nous avons décidé de faire en sorte que, à mettre à contribution d'ailleurs les acteurs des médias que vous êtes, les acteurs religieux, donc mettre en place une politique de sensibilisation à la citoyenneté
une politique de sensibilisation au civisme fiscal pour essayer de faire en sorte qu'au moins 30% de ce secteur informel-là puisse rejoindre l'aspect formel des choses pour que nous puissions là-dedans engranger des revenus. Nous avons prévu également de lutter contre une chose qui est importante, c'est celle de l'évasion fiscale, qui est une réalité. Vous savez, des entreprises aujourd'hui gonflent la part de l'investissement dans leurs différentes déclarations et c'est de l'argent que le Burkina Faso perd. Et pour cela, vous savez, il a été mis en place un organe qui est chargé de faire un peu la lumière, comme on l'appelle déjà, qui est un organe qui oui, a été mis en place. Oui, il y a eu une enquête parlementaire. Tout ça, et surtout un organe au niveau même des impôts, un organe qui existe, qui est censé faire un peu le gendarme. Cet organe-là, malheureusement, n'est pas assez opérationnel. Donc nous allons non seulement l'opérationnaliser, mais surtout lui permettre d'étendre son champ d'action sur l'international. En France, figurez-vous que la douane française a le droit d'aller enquêter en Chine pour vérifier quelles sont les vraies commandes et quels sont les vrais tarifs qui sont appliqués. Ici au Burkina Faso, tout le monde sait que ceux qui passent les commandes surfacturent. Ensuite, les factures sont gonflées. Mais on n'a pas de moyens pour pouvoir vérifier cela. C'est beaucoup de manque à gagner. Nous avons également estimé qu'il fallait que dans le budget de l'État, nous fassions beaucoup d'économies. Et cela, je pense que tout le monde l'a dit ici, il faut réduire le train de vie de l'État. Ce n'est pas un refrain, c'est simplement que le peuple a besoin de certaines choses, il faut mettre l'argent du peuple là où le peuple en a le plus besoin. Là aussi, c'est l'argent que nous allons récupérer. Nous avons prévu de récupérer près de 1500 milliards sur le budget actuel qui est autour de 1800 milliards. Donc, c'est 300 milliards d'économies par an sur les 5 ans que nous comptons faire pour le reverser dans la part consacrée à l'investissement. Nous avons également des niches aujourd'hui où il y a la possibilité d'aller chercher de l'argent. Ce sont notamment des fonds dormants qui existent et également toutes ces dividendes qui ne peuvent pas être reversés parce que malheureusement, ne trouvent pas preneur. Et en fait, nous avons prévu de lancer des emprunts obligataires. Ces emprunts obligataires-là vont concerner les Burkinabés de l'intérieur, mais surtout la diaspora burkinabé, pour qui nous avons prévu d'ailleurs un ministère dont la mission sera de faire en sorte que cette diaspora puisse contribuer de façon conséquente à l'effort de développement de notre pays. C'est tous ces chantiers que nous allons mettre en place pour pouvoir regrouper le financement nécessaire pour financer non seulement l'énergie dont parlait mon cher ami Kindo, mais également les autres secteurs que nous allons pouvoir développer ensemble. Et vous parlez de 11 000 milliards à peu près, ce que coûte sur 5 ans. Tout à fait. Il y en a qui sont à 15 000 milliards. Oui, qui proposent au Burkinabé. Oui, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est ça qui est important. Votre programme Développer le Burkina avec sa jeunesse, vous proposez de moderniser l'agriculture à travers des écoles d'agriculture dans les différentes provinces pour combiner l'agriculture et l'élevage. Quel diagnostic vous a permis de faire cette proposition? Alors, je pense que le thème de diagnostic aujourd'hui, comme l'a dit ici sur le plateau quelqu'un, tout le monde connaît le malade burkinabé, en réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait les problèmes qui se posent. C'est pour ça qu'il faut poser aujourd'hui les bons traitements, les traitements les plus chocs pour que nous puissions résoudre la situation. La question de la modernisation de l'agriculture n'est pas indépendante de notre vision globale même de développement économique de notre pays. C'est pour ça que dans notre document, si vous regardez bien, la partie consacrée à la base, parce qu'on ne peut pas développer une économie ex nihilo. Il faut des bonnes bases. Et là-bas, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit qu'il fallait maîtriser l'eau. Il fallait mettre la science au service. Il fallait développer la recherche scientifique. Il fallait maîtriser l'énergie. Et augmenter l'investissement public, l'investissement privé, etc., etc. En réalité, le secteur primaire, qui est majoritairement donc dominé par l'agriculture, est un secteur qui va bénéficier de beaucoup de choses. Premièrement, la recherche scientifique sera au service de ce secteur-là, aussi bien en termes d'intrants, en termes d'amélioration d'intrants, mais également en termes d'amélioration du matériel agricole, etc., etc. Le besoin, aujourd'hui, vous savez que le Burkina Faso, on a un gros potentiel encore en termes d'agriculture. On a près de 9000, comment on dit ça, terres cultivables, et il n'y a que le tiers qui est utilisé. Le potentiel existe. Nous avons près de 187 000 terres irrigables au Burkina Faso qui ne sont toujours pas irriguées. Ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce que dans notre projet énergétique, nous avons prévu en sus des 30 centrales solaires, également 2 barrages hydroélectriques parce qu'il y a une double vocation, l'énergie d'une part et l'irrigation d'autre part. Donc oui, le diagnostic est là et il faut porter aujourd'hui le bon traitement et c'est ce que nous proposons là-dedans. Et en matière d'agriculture, souvent, et c'est le cas d'autres candidats, c'est ce que les experts en agriculture disent, le diagnostic est parfois mal posé parce que vous proposez la mécanisation de l'agriculture au niveau des semis et du labour. Alors qu'aujourd'hui, les paysans souffrent au moment des récoltes parce que les jeunes sont allés sur les sites d'orpaillage et ceux qui restent au village n'ont pas le temps de récolter et c'est les insectes qui s'en occupent après si ce n'est pas le trop plein d'eau qui fait que ça pourrit sur place comme le haricot. Et vous ne proposez pas de mécaniser la récolte.
Si c'est un fait dans le document, je pense que c'est une vision qui ne nous échappe pas du tout. Même si, dans notre approche aussi, nous partons de façon évolutive. Vous savez bien que ce sont des politiques qui vont coûter de l'argent à notre pays. Déjà, le budget, vous l'estimez tellement ambitieux. 11 000 milliards. Voilà, tellement ambitieux. Donc, je pense que c'est de façon évolutive aussi que les choses vont se faire. Donc, si déjà nous arrivons, dans un premier temps, à pouvoir aider nos populations au niveau des semis, notamment, je pense qu'on pourrait évoluer vers, effectivement, les récoltes. L'autre aspect, vous avez parlé... Et mieux, je vous dis une chose qui est importante, c'est que, vous savez, pour les récoltes, il est important que nous ayons des superficies qui soient des superficies vraiment grandeur nature, c'est fondamental. Vous savez, nous avons prévu également, nous, d'encourager l'agriculture familiale, parce que nous pensons que dans un premier temps, il faut d'abord assurer la sécurité alimentaire donc, des familles avant d'envisager autre chose. Donc, à ce niveau-là, par exemple, nous ne pouvons pas faire en sorte que ce type de machine soit tout de suite disponible, même si c'est notre ambition, effectivement, d'aller à une modernisation intégrale de notre agriculture. Toujours dans l'agriculture, vous avez prévu, proposé d'avoir des boutiques de semences dans les villages. Oui. Le problème, c'est que parfois la semence est disponible, mais les paysans ne l'ont pas adoptée comme moyen de développer leur agriculture. Parce qu'il y a un volet de la recherche qui a disparu, la vulgarisation agricole, et vous ne développez pas cet aspect. Donc même si vous mettez les semences dans les boutiques, il n'y aura pas de preneurs. Quand nous expliquons qu'en réalité la recherche scientifique sera mise au service de l'agriculture, ça veut dire que derrière, désormais, tout ce que notre science pourra donc nous proposer en termes de semences améliorées, etc., ce sont des choses qui seront proposées à ces entités. C'est pour ça que dans notre document, si vous avez bien regardé, on a prévu de mettre en place des équipes techniques agricoles dans chaque département du Burkina Faso, dans chaque commune. Ces équipes-là ont vocation, premièrement, à sensibiliser les populations sur ce type d'avancées technologiques que nous pourrons avoir avec les intrants. Ce sont des équipes qui ont également vocation à entretenir et à gérer tout le matériel agricole qui sera également mis à disposition de ces populations-là. Donc il y aura un appui, une assistance qui aura pour mission de sensibiliser et surtout de vulgariser les fruits de notre recherche scientifique. Oui. Et vous proposez toujours au niveau agricole de renforcer la filière coton et créer 10 000 emplois au niveau industriel et 15 000 emplois au niveau agricole. Qu'est-ce qui sera nouveau dans votre programme? Alors, ce que nous avons prévu, c'est de faire en sorte que la production puisse être boostée. Et pour cela, nous avons dit que la science sera au service donc, de notre agriculture, donc de la filière coton également. Donc nous avons un niveau de productivité plus important. Mais à côté de ce niveau de productivité-là, nous avons également prévu de faire en sorte que nous n'exploitions plus notre coton, en tout cas pas dans sa version brute, et qu'au contraire, nous puissions lui donner plus de valeur pour que nous puissions monter dans la chaîne de valeur. C'est ce que nous essayons d'expliquer ici. Et nous pensons que non seulement dans la production, nous allons pouvoir engranger beaucoup d'emplois, mais également pour tout ce qui est donc mécanisme, processus de mise en valeur de ces produits-là, que ce soit la filature, etc., etc. C'est tous ces éléments-là qui pourraient nous permettre d'engranger. Et là-bas, ce qui est concrètement dit, c'est que nous allons mettre sur pied Faso-Fani, qui a été pendant longtemps un des fleurons de notre économie et qui a besoin et qui a sa place dans notre système économique. Donc il faut que nous mettions sur pied, par exemple, Faso-Fani, que ça reprenne et que nous puissions transformer en local notre coton et pour qu'il y ait plus de valeur. Monsieur Adama Kanazoé, on vous présente parfois comme le président des jeunes, le candidat des jeunes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, j'aimerais apporter une précision. Je suis un jeune candidat. Je ne suis pas systématiquement le candidat que des jeunes, parce qu'il ne faut pas réduire non plus mon champ d'action, chers amis. Parce que vous occupez aussi des personnes âgées, du troisième âge, des femmes. Votre parti, c'est l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. La notion de jeunesse dans le sigle du parti n'est pas une notion d'âge. La notion de jeunesse ici, il faut le percevoir comme ce que j'ai dit, le socle de notre engagement global, c'est la question de l'apport que peut constituer la jeunesse dans le processus de développement. Vous savez, permettez-moi de vous dire une chose qui me tient à cœur, qui est quand même le socle de tout ça. Le Burkina Faso est dans une phase qu'on appelle la phase de la transition démographique. Ça veut dire qu'il y a un phénomène d'inversion de la pyramide des âges qui est en cours. Nous allons avoir bientôt au Burkina Faso, dans les 10-15 prochaines années, la plus grande partie, soit 50% de la population qui sera comprise entre 15 et 45 ans, donc en âge de produire. C'est dans ce genre de cas de figure-là que les pays se développent. Les dragons d'Asie étaient dans cette configuration quand ils ont enclenché le développement. C'est la même chose pour les latinos aujourd'hui. Mais pour cela, il faut faire les bons investissements à présent, dans la phase qu'on dit donc de transition. Et l'investissement, c'est notamment au niveau de l'éducation, la formation et la santé. Moi, je préfère une Burkina Faso qui aura dans 10, 15, 20 ans 50% de la population qui est en âge de travailler, mais qui est surtout
qualifiée et en bonne santé que d'avoir une population qui va constituer une bombe sociale, tout simplement. Oui. Et justement, dans ce domaine, M. Kanazoué, vous vous présentez comme le candidat de tout le monde, mais pour la jeunesse précisément, combien d'emplois vous comptez créer dès 2016? Que pour la jeunesse? Oui. Puisque c'est les jeunes qui sont pour la plupart... Oui, c'est la jeunesse qui est beaucoup marquée par le chômage, effectivement. Et nous avons prévu, effectivement, une politique emploi, je pense, que j'aurai l'occasion de développer. En tout cas, j'espère que vous m'en donnerez l'occasion ici. Nous avons, en tout et pour tout, un peu moins de, je crois, 1 million d'emplois prévus dans notre programme de société, avec une grosse partie, près de 80%, qui est consacrée à l'emploi de jeunes. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, ce qui constitue un des dangers au niveau social, c'est la question. Et dans quel secteur vous comptez employer 1 million de jeunes? Alors, dans tous les secteurs, je crois que c'est détaillé, secteur par secteur, dans le document, vous avez pour chaque secteur ce que nous comptons faire et tout. Mais globalement, la politique d'emploi que nous avons prévue, c'est à 2 niveaux que nous comptons changer les choses en termes d'emploi au Burkina Faso. Et vraiment, je souhaite que vous me donniez l'occasion d'en parler. Premièrement, je pense qu'il est important que nous stimulions l'emploi des jeunes. Et stimuler l'emploi des jeunes, ça passe d'abord par une restructuration de l'Agence nationale de promotion de l'emploi. La nouvelle version de l'ANPE que nous allons proposer est une version qui aura vocation à créer de l'emploi et ne sera plus une simple caisse d'enregistrement des opportunités d'emploi. C'est pour ça qu'il faut des outils. Vous savez, les outils existent. Par exemple, une mesure forte, ça sera que toute entreprise existante qui va employer un jeune de moins de 25 ans sera, par exemple, exonérée d'UTS et de TPA. Parce qu'il faut donner le moral aux entrepreneurs de pouvoir employer des jeunes qui, pour le moment, n'ont pas beaucoup d'expérience. Nous avons prévu également, pour augmenter l'opérationnalisation des jeunes demandeurs d'emploi, de mettre en place un programme de stage systématique pour tous les jeunes qui sortent de notre système d'enseignement, pour faire en sorte qu'ils soient le plus employables possible. Et il y en a qui est plus là-dedans. Ce volet devait nous permettre d'augmenter le niveau d'embauche des jeunes, mais le plus gros en matière d'emploi, nous sommes tous conscients, c'est l'entrepreneuriat. Et à ce niveau-là, il y a une maxime toute simple qui dit la chose suivante: pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. C'est ce que nous allons faire. Il faut que les jeunes burkinabés comprennent une chose. Les employeurs, ils ne viendront pas de Mars. Les employeurs, c'est nous. Les employés, c'est nous. Il faut que les jeunes burkinabés soient beaucoup plus créatifs. C'est pour ça que nous avons mis en place ce que nous avons appelé l'Office national de promotion de l'entrepreneuriat, l'ONPE. Cet office-là aura 3 grands démembrements. D'accord? Le premier, c'est la banque à idées de projet. Parce que mine de rien, ça paraît facile. Mais en réalité, donner 2 millions à un jeune, demander de créer un projet, vous allez voir que c'est bien difficile de trouver le bon projet. Mais on l'a vu sous Blaise Compaoré, on l'a vu sous la transition, ça ne marche pas toujours. J'en arrive là. Justement, nous ne sommes pas en train, nous, de créer des fonds. Nous sommes foncièrement contre cette idée d'ailleurs de créer des fonds pour soutenir les jeunes, parce que généralement, ça s'est avéré des moyens de manipulation politique. Mais laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. Alors, sur la question de la banque à idées de projet, c'est une espèce de benchmark qu'on va faire au plan international pour dénicher les best practices, les meilleurs projets qui ont marché de par le monde. Tous ces projets seront moulés à la sauce burkinabé et seront gardés dans cette banque à idées de projet. Ça veut dire que quoi? Si vous avez un projet pétrolier, vous vous rendrez compte tout de suite à la sauce burkinabé que ça ne marche pas. Mais les projets qui marchent seront là. Les jeunes burkinabés pourront aller puiser dans la banque à idées de projet des projets les plus novateurs. Ensuite, quand le jeune a un projet, il n'est pas abandonné. Vous savez tous que le cimetière des projets de jeunes, c'est le financement. Et le problème du financement, ce n'est pas que les institutions financières manquent de capacité de mobilisation de fonds, c'est la question de la garantie. Les jeunes ne peuvent pas avoir de garantie. La garantie pour un banquier, c'est soit un dépôt à terme, c'est soit un PUH. Un jeune n'a pas d'argent pour faire un dépôt à terme, un jeune n'a pas de PUH. Donc nous allons mettre en place ce que nous avons appelé le Fonds national de garantie. Est-ce que le système bancaire aussi n'est pas à réformer? Parce que là aussi, les investisseurs estiment que parfois aussi, le fait de demander des garanties à quelqu'un qui n'a même pas commencé à travailler pose problème. Je suis d'accord avec vous. Le système bancaire aussi a ses exigences. Vous savez, c'est des privés. Derrière, vous avez des actionnaires. Et le risque bancaire, il est assez connu et assez maîtrisé des banquiers. Aujourd'hui, c'est vrai, les banquiers sont à un taux de risque, comme je dis souvent, à moins 200%. Vous avez échangé avec les banquiers? Oui, les banquiers sont... Il y a un partenariat. C'est pour ça que je dis que les fonds qui ont été mis en place, aujourd'hui, si vous regardez bien, il n'y a pas de bilan possible parce que ces fonds n'ont pas été efficaces. Par contre, si l'État joue son rôle et qu'on laisse les institutions financières jouer leur rôle, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Les banquiers seront mis à contribution. Les banquiers vont recevoir le Fonds national de garantie qui sera
posé dans toutes les institutions financières, que ce soit les banques ou les microfinances. Ce Fonds national de garantie là, il est important que je vous en parle, parce qu'en réalité, c'est lui qui va faire en sorte que l'enfant du riche, l'enfant du pauvre, l'enfant qui a Falangoutou, qui a Ouagadougou, tout le monde sera désormais sur le même pied d'égalité. Sur le même pied d'égalité, concrètement. Ça veut dire quoi? Ce Fonds national de garantie, lui-même, qui est financé par une espèce de solidarité intergénérationnelle que nous allons mettre en place. C'est-à-dire que désormais, sur les salaires des actifs, nous allons indexer un nouveau prélèvement qui en réalité est une assurance retraite complémentaire qui permettra donc à ces personnes à la fin de leur carrière de pouvoir récolter un pactole avec les taux d'intérêt générés. Mais pendant que vous cotisez aujourd'hui vos 1000 francs, vos 500 francs, ça permet de renflouer les caisses du Fonds national de garantie et ça permet à vos enfants qui sont inactifs d'entrer en activité. Et eux, ensuite, feront la même chose. C'est cette solidarité intergénérationnelle qui va permettre. Ce Fonds national vise une chose très simple. Faire en sorte que plus jamais la question de la garantie ne soit un cimetière pour le projet d'un jeune. Tout jeune, pour peu que tu aies un projet bancable, tu arrives devant une institution financière, tu es pris en compte par le Fonds national de garantie. Mais quand tu sors de là, quand vous sortez de là encore, vous n'êtes pas abandonné. Vous tombez dans ce que nous avons appelé le système d'incubateur d'entreprise. Parce que les jeunes entrepreneurs, par moment, ont le sentiment qu'une fois qu'il a un financement, il est apte à devenir chef d'entreprise. Non. Chef d'entreprise, c'est un métier. C'est de l'apprentissage. L'incubateur d'entreprise, c'est un système que nous allons mettre en place qui va permettre à toutes les jeunes entreprises d'être là-dedans, comme dans une espèce de cadre où ils seront en gestation, encadrés par un manager confirmé, et au bout de 1-2 ans, ils peuvent sortir de l'incubateur et devenir des entreprises à part entière. Ce sont des pratiques qui existent que nous comptons mettre en place. C'est intéressant, vous êtes passionné des questions de jeunesse. Nous allons continuer à en parler, mais dans le volet développement social, vous proposez par exemple dans le cadre du financement des études des étudiants de supprimer le préfonaire et le remplacer par l'aide aux étudiants qui sera augmentée et portée à 250 000 francs CFA. Vous ne parlez pas des bourses qui sont contingentées, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un contingentement des bourses qui fait qu'il n'y a pas plus de 1000 bourses par an pour les étudiants. Vous n'en parlez pas du tout. Vous ne pouvez pas offrir plus de bourses mieux que les régimes qui sont passés? Je pense qu'il y a un volet qui est important. Nous avons expliqué que les bourses seront réhabilitées pour les personnes vulnérables et pour les jeunes filles également. Ça a été dit dans le programme. Mais oui, les étudiants, nous estimons qu'il ne faut pas... Vous parlez de personnes vulnérables, on l'a vu dans votre... Ce sont les personnes indigentes, les personnes handicapées, c'est tout ça, un peu les personnes vulnérables, pour lesquelles nous comptons mettre en place effectivement ce modèle de bourse-là qui a existé par le passé. Mais là où j'aimerais enchérir, c'est qu'effectivement, la question de la suppression du fonds pour nous, vous savez, moi je suis quand même un pur produit de l'université de Ouagadougou. Hein. Je n'ai pas étudié ailleurs qu'ici, donc je sais les réalités que les étudiants vivent. Endetter un étudiant dès les premiers pas, c'est quand même assez difficile à concevoir. C'est pour ça que l'État devrait jouer son rôle d'accompagnement. Je vous l'ai dit tantôt que l'investissement dans l'éducation et dans la santé, c'est un préalable nécessaire pour que nous puissions demain avoir un Burkina Faso avec des hommes capables de le développer. Donc il faut donner l'aide aux étudiants, c'est une réalité que nous allons mettre en place. Mais je pense que la question globale de l'université peut être abordée aussi autour de votre question. Oui, à ce niveau, on estime à plus de 1000 milliards de francs CFA qu'il faut pour remettre les universités publiques du Burkina sur les rails. Est-ce que vous êtes prêt à travailler dans une telle logique? Oui, l'université a besoin, parce que nous, fondamentalement, l'éducation, la formation, on ne peut pas tergiverser là-dessus, c'est clair. Donc l'université a besoin d'être relancée, il faut trouver les moyens. Comme je dis toujours, 1000 milliards, c'est énorme aujourd'hui, mais 1000 milliards planifiés sur 5-10 ans, c'est pas la mer à boire. Le peuple n'est pas en train de réclamer tout. C'est dans l'urgence. Oui, mais le pays fait ce qu'il peut. D'accord, le pays ne peut pas faire tout dans l'urgence. Et le peuple burkinabé non plus n'est pas un peuple qui ne comprend pas. Je suis désolé, je pense que quand on établit un dialogue franc avec le peuple burkinabé, il sait savoir ce que son pays peut lui offrir maintenant. Donc si c'est un plan quinquennal qu'il faut mettre en place, mettons en place le plan quinquennal. Et gérons les choses, mais on ne peut pas se dérober à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse d'autre? Qu'on regarde l'université mourir? Qu'on laisse nos enfants qui n'aillent pas à l'école? C'est pas possible. Donc ce que vous ne pouvez pas éviter, mieux vaut faire face, quitte à planifier dans le temps, mais y faire face. Donc oui, nous allons faire face. Nous avons prévu effectivement d'augmenter les capacités d'accueil au niveau de nos universités. On n'a pas le choix. Nous avons prévu effectivement de faire en sorte que le corps enseignant soit revalorisé, aussi bien en termes de traitement salarial, mais qu'également en termes donc de nombre, parce qu'il faut pouvoir arriver à la norme qui est autour de 25 étudiants par enseignant. Aujourd'hui, nous sommes à plus de double au Burkina Faso. Ce sont des choses qu'il va falloir absolument que nous résolvions. Oui, l'université a besoin que les services sociaux soient plus adaptés et surtout plus adéquats pour régler les questions
des étudiants. Ça aussi, nous avons travaillé à cela. Donc, nous ne comptons pas nous dérober à la question de l'université parce que moi, j'ai le sentiment, j'ai été étudiant, j'ai rencontré la même plateforme que les étudiants avaient depuis avant nous. Et c'est cette même plateforme qui tient aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire face frontalement et aller étape par étape. En matière de santé, vous proposez d'inverser le système de santé qui est médicalisé aujourd'hui et vous proposez un système qui est préventif où on va prévenir les maladies au lieu de chercher à guérir les malades. Comment ça va se faire? Vous savez, les études ont prouvé une chose, on dépense 2 fois moins d'argent à prévenir qu'à guérir. C'est pour cela que pour la prévention, il faut toucher à tout ce qui est source potentielle de maladies, tous les facteurs. C'est notamment la question de l'accès à l'eau potable qu'il va falloir affronter clairement. Nous disons que nous sommes assez gênés que le Burkina Faso, après 55 ans d'indépendance, nous soyons encore au stade où des populations ne peuvent pas boire de l'eau potable. Je pense qu'il faut mettre une politique courageuse en place. J'ai toujours dit, on peut planifier dans le temps, mais il faut aboutir à de l'eau potable à 100% pour le peuple burkinabé. Il y a également les questions d'assainissement. Vous avez plus de la moitié de la population aujourd'hui qui utilise finalement donc l'espace public comme lieu d'aisance. Il faut résoudre ces questions. Nous avons prévu de construire jusqu'à 500 000 latrines pour résorber cette question-là au Burkina Faso. C'est des questions comme ça, d'assainissement, des questions d'accès à l'eau potable, mais également, comme on l'a dit tantôt, de sport collectif. C'est beaucoup de choses qu'il faut faire pour que nous puissions prévenir beaucoup les maladies. Mais nous ne sommes pas dupes. Vous avez beau mettre en place des politiques de prévention, il y aura toujours des cas de maladie. Et dans ces cas-là aussi, il faut travailler à ce que nous améliorons le plateau technique que nous offrons dans nos CMA, CHR et au Burkina Faso. Il faut également résoudre la question du rayon d'action d'un centre de santé de base, notamment en faisant en sorte qu'une population n'ait plus à parcourir plus de 5 km pour avoir accès à un centre de santé de base. Donc nous allons régler la question de façon préventive, mais nous allons être là aussi pour répondre présent quand nos concitoyens, quand nous tous serons dans une situation où nous avons besoin d'être soignés. Et puis, je pense toujours sur la question de la santé aussi, nous avons dit qu'il est important qu'une chose soit faite. Vous savez beau avoir le plus beau plateau technique du monde, vous avez les plus grands centres du monde, si la ressource humaine ne se sent pas impliquée, vous ne pouvez pas arriver à résoudre la question de la santé. C'est pour ça que nous disons qu'il faut aller à une fonction publique hospitalière. Il faut un statut particulier pour le corps médical dans notre pays. Ce sont des gens qui tiennent nos vies. On ne peut pas laisser ces personnes dans une situation de précarité. Le taux de jeunes médecins spécialistes qui refusent de rejoindre leur poste à la suite de l'affectation de la part de l'État, il est trop énorme. Ces jeunes-là arrivent quasiment à se faire le niveau de salaire qu'on leur propose à travers 2 consultations dans une clinique à Ouagadougou. Oui. Comment est-ce que nous pouvons arriver à résoudre tout ça? Oui. Il faut travailler en ce sens. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Juste un mot sur la diplomatie et la question des Burkinabés de l'extérieur. Vous avez dit que vous allez créer un ministère dédié entièrement à ces Burkinabés de la diaspora. Mais sur le plan de la diplomatie, vous parlez de diplomatie active et agissante. Oui, vous savez que notre pays vient d'une situation assez difficile. Je pense que nous avons eu la chance effectivement de bénéficier de la solidarité de l'ensemble des pays de la communauté internationale. Mais notre pays, effectivement, a besoin de revenir dans le Conseil des Nations et revenir de la meilleure des manières. Le Burkina Faso a rayonné. Nous avons une position géostratégique qui est formidable. Nous sommes au centre de la sous-région. Nous devrions constituer ce qu'on appelle un hub pour toutes les entreprises qui existent dans la sous-région. Nous devions constituer un hub pour toutes les rencontres internationales. Cette position-là, il faut en tirer profit. Il faut une diplomatie active. Burkina Faso is back. Burkina Faso est de retour, va être notre credo pendant notre présidence pour faire en sorte que le Burkina Faso retrouve toute sa place et surtout profite de sa place géostratégique qui est celle donc du pays central dans notre sous-région. À propos du vote des Burkinabés de l'étranger, cette année, on a vu des diverses fortunes autour de la question. Vous, président à COSIAM, la promesse sera tenue en 2020. Ce n'est pas une promesse, c'est un droit pour nos concitoyens. Ce qui s'est passé avec la transition, c'est que de façon opérationnelle, l'organe qui est chargé d'organiser la CENI s'est montré incapable de le faire. En tout cas, c'est dit incapable d'arriver à faire voter les Burkinabés de l'étranger. Donc il est important que nos frères de la diaspora comprennent qu'il n'y a pas une volonté de la part des politiques au Burkina Faso d'empêcher nos concitoyens de voter. On n'a pas pu le faire, mais en 2015, à 2020, ce n'est même pas un débat. C'est une obligation et peu importe celui qui va gagner, il faudra
que les Burkinabés d'étrangers votent en 2020, sinon rien ne justifierait qu'une telle situation puisse se reproduire. Avant de terminer cette émission, monsieur le candidat Adama Kanazoé, en début de campagne électorale, vous avez tenu des propos à polémique dans votre fief à Zignaré et vous avez été taxé d'être régionaliste. De quoi il s'agit exactement? Est-ce que vos propos ont été travestis? Est-ce que vous avez été bien compris? Vous savez, moi, au lendemain de cette situation, je suis allé à l'Observateur Parlera où j'ai offert mon programme à un journaliste qui a écrit l'article d'ailleurs. On a fait des photos ensemble, on a rigolé. Je pense que moi, je l'ai fait au départ. Je me suis excusé. Je continue encore une fois. Je réitère mes excuses parce que quand vous tenez des propos qui sont à polémique, ça veut dire que là-dedans, forcément, il y a des germes d'une polémique. Mais en réalité, le fond de ma pensée n'a rien de polémique. Ce que j'essaie d'expliquer à Loubritinga, et je le fais pour toutes les provinces de Burkina Faso où je passe, il faut que tout le monde reste dans la République. Vous savez qu'aujourd'hui, dans Loubritinga, les caciques de l'ancien régime essaient de convaincre les populations de boycotter les élections présidentielles, de boycotter l'élection du président de la République. Pour moi, c'est une façon de sortir de la République. Vous voyez le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez une forte abstention et tout le monde sait d'où vient cette abstention-là parce que des gens sont accrochés à un fils qui serait à la haie. J'ai dit à Loubritinga, on ne peut pas vous accrocher à un fils qui serait parti et en plus par sa propre faute, parce qu'il n'a pas respecté la loi fondamentale de son pays. Il ne faut pas s'accrocher à ce fils-là. Et je leur ai dit, si c'est parce que vous l'aimiez, mais je suis votre fils, aimez-moi autant. C'était juste ça mon message, mais c'est surtout de dire... Puisque vous avez participé au CFOP, vous avez chassé votre justement, grand frère. moi-même, vous savez, un grand frère est un grand frère. Mais quand un grand frère déconne, on lui dit la vérité. C'est comme ça, au quartier, le Coran, il est là, c'est le Coran. Mais si le Coran déconne, on dit Coran, tu as déconné. Le Coran comparé, il a déconné. Le peuple lui a dit, vraiment, tu as déconné, il faut quitter. Il est parti. Mais aujourd'hui, c'est que moi je dis à Loubritinga, vous ne pouvez pas rester hors de la République. Il faut voter le président du Faso, parce que ce président du Faso qui va venir a besoin de la légitimité populaire pour réconcilier les Burkinabés. Si une partie refuse de voter, ça va être comme en Côte d'Ivoire, où aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous sentez que malgré tous les efforts, la réconciliation piétine. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons un pays uni. Les Burkinabés sont les mêmes. Partout nous sommes, il n'y a aucune différence. Moi, Adama Kanazoé, on peut me coller tous les défauts du monde, mais régionaliste, ethnocentriste, franchement, c'est pas moi. Que ferez-vous en cas de second tour? Quel candidat vous allez soutenir? Mais pourquoi vous ne me souhaitez pas d'aller au second tour, cher ami? Qu'est-ce que je vous ai fait? Commencez par me souhaiter cela. Mais c'est vrai, toutes les hypothèses sont envisageables, vous avez raison. Et nous, ce que nous avons dit, c'est qu'en cas de second tour, ce qui serait important, c'est que nous revenions à la base, en réalité, parce que le président peut vous dire, allez à gauche, hein, et peut vous dire, non, on va à droite. Donc, de façon unilatérale, décider du destin de l'ensemble du parti politique n'est pas possible. Au niveau de l'AGI, nous avons une démocratie interne qui est très forte. C'est pour cela que nous avons toujours dit à nos militants, allons-y pour gagner les élections. Et si nous ne sommes pas gagnants de ces élections-là, si nous ne sommes pas au second tour également, mais il faudra que nous rasseyions pour décider si on va à gauche, si on va à droite, ou si on reste au milieu tout simplement, parce que cette option-là aussi est possible. Adama Kanazoé, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était un candidat, un programme, une émission voulue par le Conseil supérieur de la communication et la RTB pendant cette période de campagne pour permettre aux candidats de pouvoir expliquer leurs projets de société et décliner les programmes de développement pour le pays. Voilà, une fois de plus, merci. Merci à Soumaïla Abou également. Voilà. Et donc, c'est tout pour un candidat, un programme de ce soir. À demain pour un autre numéro. Au revoir. Laisse tomber là, laisse tomber ce système et qu'on s'en aille. Yeah. Arias. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même si on n'a pas d'argent, je suis fier d'être de ce beau pays. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même s'il est coma, pour moi il n'y a pas plus beau pays que le mien. Mon pote, Burkina Faso, ya mamtenga. Burkina Faso,